À la fin de la guerre froide, lorsqu'il existait cette ambition de bâtir une maison européenne commune, une grande Europe, incluant Moscou, de nombreuses opportunités n'ont pas été saisies. Vous étiez présent à cette époque, en train de négocier ou de conseiller la Pologne. Vous avez conseillé l'Union soviétique sous Gorbatchev, puis la Russie sous Eltsine. Qu'est-ce qu'ils voulaient par rapport à ce que les Américains voulaient? Pourquoi n'a-t-il pas été possible de parvenir à un règlement d'après-guerre froide mutuellement acceptable? J'ai commencé à conseiller en Pologne en 1989. La Pologne, bien sûr, est entrée dans un gouvernement de coalition sous la présidence de Jaruzelski, qui était le président soutenu par les Soviétiques, aux côtés du mouvement Solidarność, qui était le mouvement anti-soviétique et anticommuniste, afin de former un gouvernement. J'ai été très impliqué dans ce processus, ainsi que dans les questions économiques qui l'entouraient. Sur le plan économique, le constat était que la Pologne était en faillite. Elle ne disposait d'aucune réserve de change, sa monnaie s'effondrait, l'inflation était très élevée et il y avait des pénuries de biens. En tant que macroéconomiste, j'ai pu élaborer un programme de stabilisation que j'ai recommandé au gouvernement polonais ainsi qu'au gouvernement européen. Ces recommandations, de manière générale, ont été approuvées. D'un point de vue pratique, la Pologne a réussi à mettre fin à la forte inflation, à stabiliser sa monnaie et après environ un an, à entamer un processus de croissance économique qui allait durer les 30 années suivantes. Ce fut une transition très réussie à partir d'une situation financière extrêmement difficile. Les outils nécessaires pour y parvenir sont assez bien connus lorsqu'on étudie ce type de crise ou qu'on a participé à leur résolution, comme cela a été mon cas. En ce qui concerne l'Union soviétique, la même situation s'appliquait, mais à une échelle bien plus vaste. J'ai donc recommandé un ensemble de mesures similaires, mais à une échelle beaucoup plus grande. Ces recommandations ont été catégoriquement rejetées par l'Occident. Le même type de politique économique qui fonctionnait pour la Pologne a été refusé par le gouvernement américain. 25-30 ans plus tard, j'ai lu le compte-rendu de la réunion de la Maison-Blanche au cours de laquelle cette proposition avait été rejetée. J'ai été choqué par la désinvolture, l'audace et l'ignorance des participants à cette réunion. Il y avait donc, naturellement, un élément de machiavélisme et un élément de fanfaronnade de la part des vainqueurs de la guerre froide, tels qu'ils se percevaient. Mais il y avait aussi, Glenn, une simple stupidité. Des gens qui ne comprenaient rien à la stabilisation économique, rien à ce dont le gouvernement de Gorbatchev avait besoin, et ainsi de suite. Ainsi, l'incompétence doit également être soulignée ici. Il s'est avéré que, tant dans le cas soviétique que plus tard dans le cas russe, après la fin de l'Union soviétique, l'Occident n'avait absolument aucun intérêt à fournir même le type le plus élémentaire de soutien financier pour mettre fin à une profonde crise. En même temps, j'ai entendu directement le président Gorbatchev et le président Eltsine dire que ce qu'ils voulaient, c'était la même chose que la Pologne, la fin des divisions, une maison européenne unie. Le mot préféré du président Eltsine était « normal ». La Russie devait être normale. Plus de révolution, plus de bolchevisme, plus de division, plus de guerre froide, simplement normal. Mais les États-Unis ne cherchaient pas la paix. Les États-Unis cherchaient l'hégémonie. C'est là toute la différence. La paix signifie que vous traitez vos homologues avec respect et que vous les aidez même à court terme. L'hégémonie signifie que vous écrasez vos homologues parce que votre objectif est de dominer. Et c'est ce que nous avons eu à la place. C'est pourquoi l'élargissement de l'OTAN était sur la table, alors que la Russie ne représentait non seulement aucune menace, elle disait exactement le contraire. Elle demandait à rejoindre l'OTAN.
Elle voulait une sécurité européenne commune. Il n'y avait aucune menace, mais les États-Unis ne s'intéressaient pas à l'absence de menace. Les États-Unis s'intéressaient à la domination. Et c'est ce dont j'ai été témoin à l'époque. Eh bien, j'allais demander, selon vous, comment la guerre en Ukraine a-t-elle remodelé l'ordre mondial? Parce que le monde paraît très différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a seulement 4 ans. L'un des chapitres les plus intéressants du livre de Zbigniew Brzezinski publié en 1997, Le Grand Échiquier, pose la question suivante. À mesure que l'Europe et l'OTAN avancent vers l'Est et encerclent la Russie, que fera la Russie? Brzezinski consacre un chapitre à ce sujet et se demande si la Russie acceptera et se pliera à cette situation, ou si elle résistera. Pourrait-elle, par exemple, former une alliance avec la Chine ou avec l'Iran? Brzezinski analyse tout cela et affirme avec une grande assurance qu'il n'y a aucune chance que la Russie fasse autre chose qu'accepter sa vocation européenne. La Russie n'a selon lui aucune autre option. Cela s'est révélé complètement faux. La Russie a dit « Très bien, au revoir, nous nous tournons vers l'Eurasie, nous nous tournons vers la Chine », ce qui d'ailleurs constitue un excellent ajustement économique. La Russie et la Chine ont des économies très complémentaires, tout comme la Russie et l'Europe d'ailleurs. C'était aussi une bonne entente, c'était bénéfique pour l'Allemagne et pour la Russie. Ce partenariat fonctionnait. Il a été détruit par l'Occident à travers ses 20 séries de sanctions et ainsi de suite. Mais la Russie a dit, très bien, nous regarderons dans une autre direction, vers l'Inde, vers la Chine, vers l'Asie centrale, vers l'Asie occidentale, vers l'Afrique. C'est le monde qui est en train de se construire aujourd'hui. Ainsi, les États-Unis pensaient, nous sommes l'hégémon, nous dirigerons le spectacle. Mais en réalité, ce que nous avons, c'est un tyran aux États-Unis, toujours très violent et très puissant, sans aucun doute, et une Europe vassale, totalement confuse, démoralisée et divisée. Les États-Unis, l'Europe, la Grande-Bretagne, le Japon, la Corée dans une certaine mesure, l'Australie dans une certaine mesure, et la Nouvelle-Zélande représentent ensemble environ 12% de la population mondiale. Peut-être, si l'on est vraiment large, cela représente jusqu'à 15% de la population mondiale. Ce qui est en train de se dessiner, c'est un monde multipolaire, et les 85% restants de la population mondiale disent de plus en plus « Qu'est-ce que c'est que cette intimidation américaine? Qu'est-ce que c'est que cette hégémonie américaine ?» Nous n'en avons pas encore fini avec les illusions des États-Unis. Si vous demandiez à Donald Trump, qui est un maître de l'illusion, « Quelle est votre carte du monde ?» il répondrait ceci. « Nous possédons toutes les Amériques. C'est la doctrine Monroe. Nous possédons simplement toutes les Amériques. Et nous l'avons prouvé. Nous avons enlevé un président au Venezuela. Nous possédons toute l'Europe. Nous n'en voulons pas vraiment. C'est pathétique. Ces gens sont inutiles. Mais bon, nous possédons toute l'Europe. Nous possédons tout le Moyen-Orient et nous allons le prouver parce que nous allons faire la guerre à l'Iran. Nous possédons l'Inde parce que l'Inde a peur de la Chine. Et nous possédons la moitié de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique. Donc nous encerclons la Chine. Donc nous sommes plutôt bons. Nous sommes toujours aux commandes. Voilà la vision américaine délirante du monde. Assez dangereuse. L'autre vision du monde, et d'ailleurs je n'ai pas mentionné l'Afrique, parce que les États-Unis ne pensent à l'Afrique que pour obtenir du cobalt, c'est tout, et quelques terres rares. Les États-Unis n'ont absolument aucune capacité d'attention pour l'Afrique en tant que telle, seulement comme un endroit où se trouvent quelques minerais que nous voulons. Maintenant, si vous regardez le monde d'un autre point de vue, les pays des BRICS diraient « Eh bien, nous représentons en gros la moitié du monde. » Well, we're basically half the world. We are Russia, India,
Nous sommes la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, désormais l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, l'Iran et l'Indonésie. Nous ne voulons être intimidés par personne et nous représentons environ la moitié de la population mondiale. L'Union africaine dans son ensemble, c'est 55 pays avec presque 20% de la population mondiale. Ce sera 25% d'ici le milieu du siècle. Et nous ne voulons pas de l'hégémonie des États-Unis. Nous sommes réels. Nous ne sommes pas qu'un tas de minerais, nous sommes réels. Et bien sûr, les autres parties du monde sont disputées. Et l'Europe, de temps en temps, se demande même, voulons-nous simplement être des vassaux pathétiques des États-Unis ou avons-nous une histoire, une culture, une société, des points de vue différents que nous aimerions défendre? Ainsi, l'Europe n'accepte pas tout à fait pleinement sa vassalité. Et je pense que la manière la plus juste de le dire est que les États-Unis, en termes relatifs, n'ont rien de comparable à l'autorité, à la réputation ou au désir d'alliance dans le reste du monde. Le monde occidental ne représente qu'une petite partie du globe. Et la grande vérité est que les 85% situés en dehors des États-Unis, de l'Europe et de quelques pays d'Asie de l'Est veulent la prospérité. Ils veulent un bon commerce. Ils veulent progresser dans la technologie. Et la Chine sera un bon partenaire pour eux. L'Inde sera un bon partenaire pour eux. La Russie sera un bon partenaire pour eux. Ainsi, il est difficile de parler ici de l'hégémonie américaine que Trump et l'État profond des États-Unis imaginent. C'est, je pense, une vision du monde bien plus juste. Plus vite les États-Unis se libéreront de leurs illusions, espérons-le assez vite pour éviter une guerre avec l'Iran qui serait désastreuse, mieux le monde entier s'en portera, y compris les États-Unis eux-mêmes. Plus vite l'Europe se dégagera de sa russophobie pathologique et dira « Vous savez, nous avons été entraînés sur une voie que nous avons nous-mêmes choisie. C'était une erreur. Nous devons rendre notre continent sûr et stable, fondé sur la sécurité collective. Plus vite, l'Europe pourra à nouveau prospérer. » Le chapitre sur Brzezinski me rappelle un discours que Joe Biden a prononcé au Atlantic Council en 1987, où il disait que les Russes s'inquiétaient de l'expansion de l'OTAN. Et vous savez, il disait « Nous pourrions nous tourner vers l'Est, vers la Chine. » Et il s'en est moqué en disant « Oui, eh bien, si ça ne marche pas, vous pourrez toujours travailler avec l'Iran. » Toute l'audience a éclaté de rire. C'était, vous savez, la blague la plus drôle. Mais voilà, c'est cette incapacité à prévoir les conséquences possibles. Ce qui semble terriblement patriotique aujourd'hui peut s'avérer être une politique très imprudente, une politique qui nous mettra dans une situation difficile demain. J'ai récemment relu un célèbre discours de l'archi-impérialiste Joseph Chamberlain, alors à la tête du bureau colonial britannique, qu'il prononça en 1887. L'un des points marquants de ce discours impérialiste totalement odieux est lorsqu'il déclare « Les royaumes britanniques s'étendent à travers le monde. Nous représentons un quart de la planète. Personne ne peut prétendre nous défier dans tout l'avenir de l'histoire, autant que nous pouvons le prévoir. » Et un demi-siècle plus tard, tout avait disparu. Ces prédictions, cette fanfaronnade, cette arrogance, cette conviction que l'on peut diriger le monde, sont l'orgueil avant la chute. Et c'est là la grande erreur de l'Amérique et de l'Europe. Eh bien, merci, comme toujours, d'avoir pris le temps. J'apprécie vraiment. Je sais que vous avez une grande journée devant vous, alors je vais vous laisser. Merci encore. Nous te reparlerons bientôt. Prends soin de toi.